On passe à la période AfterTech. Alors vous avez bien remarqué que la Vidéothèque était pas si longue que ça, je crois qu'on a fait 20 minutes. On a fait une vingtaine de minutes, c'est ok. Il n'y avait pas de visuel à montrer en plus derrière ça. Du coup, première question, est-ce que le format sans visuel vous a dérangé parce que du coup c'était un roman? Est-ce que c'était ok? Et suite à cela, bonjour Oliel, et suite à cela, est-ce que vous auriez quand même aimé que j'en mette, ou est-ce que l'histoire vous a plu? Est-ce que l'histoire vous a plu? Que la petite présentation de Dans un recoin de ce monde, on enlève les gros doigts, parce que dans la présentation de Dans un recoin de ce monde vous a donné un peu envie ou pas du tout? Moi, c'est les choses qui m'intéressent. Et ensuite, on passera à l'autre chose qui intéresse, c'est notre AfterTech, bien évidemment. L'histoire a l'air intéressante. Si vous avez un peu d'intrigue pour la Seconde Guerre mondiale, ou qu'est-ce que c'est la condition d'une personne à ce moment-là, je pense que ça attire. Je pense que ça attire et que c'est une histoire très intéressante. Ça a l'air cool. Bon voilà, en tout cas, je vous ai donné toutes les plateformes sur lesquelles c'était disponible. C'est-à-dire 2 fois à l'écrit, 1 fois en ligne, 1 fois en film, 1 fois en drama. J'ai du mal avec la lecture de romans, je me pencherai peut-être sur le film. J'ai vraiment pas regardé où il était. Je pense qu'on peut regarder genre là directement en direct. Poum pim pam. Dans un recoin de ce monde. Streaming, si je mets streaming, sur qui il est disponible? Il est sur Prime? Attendez, il y a un lien Prime. On va aller sur primevideo.com. Identifiez-vous. Ouais, je m'identifie, ouais. Ou le manga. Le manga est en 2 tomes. Pour le coup, c'est plutôt cool. Ça coûte pas si cher que ça. Alors, on va écrire Dans un recoin. Est-ce qu'il est sur Dans un recoin de ce monde? Alors, il est en location sur Prime Video. Vous pouvez le louer pour 4 €. Ou alors, utiliser un essai gratuit de 7 jours sur Universiné, sur Prime Video. Salut Dan, comment ça va? Donc en tout cas, il est disponible sur Prime Video. Il est sur Canal? Il a l'air d'être sur Canal. Oh, il est sur Canal. Ah, pareil, en location. Si vous avez Canal, location 3 €, achat 8 €. Et c'est tout en plateforme légale, bien évidemment. Ce que vous faites après, ça me regarde pas. Mais vous avez Prime Video. Ah, et YouTube aussi en location de films. Ah oui, vous pouvez aussi le louer sur YouTube. Si vous ne saviez pas que vous pouviez louer des films sur YouTube, vous pouvez. Voilà. Acheter ou louer, bien évidemment. Voilà, mais il est aussi dessus. Il est aussi dessus, ça vous offre une plateforme en plus. Voilà, comme ça, vous sachez. Comme ça, vous sachez, le film est disponible genre plutôt partout en fait. Genre plutôt partout. Et si ça avait l'air de vous plaire, eh bien, moi, ça a l'air de me faire plaisir. Hop, je vous remets en grand. Et on va parler... On va changer totalement de sujet. On va totalement changer de sujet. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez, on avait voté pour le sujet de cette semaine. Vous aviez voté, vous aviez choisi que nous parlions du corporatisme au Japon. Et là vraiment, on va rentrer dans quelque chose de très particulier. Parce que c'est un format qui évolue. C'est un format qui évolue avec la société de nos jours. Donc c'est très important de prendre en compte que ce dont on parle est en train de s'éteindre, mais existe. Voilà. Donc on va parler de corporatisme au Japon. Si vous avez
des histoires à raconter par-dessus ce que je dis, ou si vous avez envie d'en raconter tout en lien avec notre sujet, vous avez le vocal ou l'espace commentaire de YouTube, bien évidemment, n'oubliez jamais. Et voilà, donc vous pouvez intervenir, c'est fait pour ça, vous êtes là pour ça. Et sinon, on va parler du corporatisme. Le corporatisme au Japon est très populaire dans un phénomène. C'est un phénomène qu'on appelle le salaryman. J'aime trop faire manger pendant la vidéo de texte, ça me fait mon petit podcast. C'est vrai qu'en plus, vous pouvez juste écouter, c'est pareil, il n'y a pas trop à regarder. Donc on va parler du phénomène du salaryman. C'est ce phénomène-là qui est en train de disparaître tout doucement. En termes de chiffres, ça diminue avec la situation du Japon. Alors, un salaryman, on va rentrer dans la définition. C'est un cadre non dirigeant. Déjà, c'est exclusif au Japon. C'est un cadre non dirigeant d'une entreprise ou des employés. Voilà, donc ce sont des personnes qui bossent en bureau essentiellement, qui sont soit cadres non dirigeants, soit tout simplement employés. C'est un terme qu'on utilise pour un type de contrat particulier. C'est un style de vie et un type de contrat particulier. C'est se dévouer au travail contre un emploi à vie. Se dévouer au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des journées extrêmement longues, avoir des journées de 10 à 12 heures de boulot minimum. C'est-à-dire que vous êtes la moitié de votre temps. Ça existe ça, un emploi à vie? Oui, au Japon. Mais c'est réservé aux Japonais. Mais voilà, je vais rentrer dans tous les détails de ça. Vous occupez votre temps à votre travail, 10 à 12 heures de présence sur votre lieu de travail en tout cas. Et en plus de ça, vous participez à toutes les activités qui sont comprises dedans. C'est-à-dire que quand on arrive en fin de journée, que ceux qui ne sont pas salarymen veulent aller se détendre, donc ce qu'on appelle la détente après le boulot, eh bien, on appelle les soirées nomikai. Vous savez, c'est les soirées où on les voit tous, les Japonais, dans les petits bars, en train de boire de la bière et du saké, et ils finissent arrachés. Et ben ça, ils sont obligés d'y aller. C'est souvent des idées qui sont mises par le dirigeant de la boîte. Et donc du coup, ils sont obligés d'y aller. Les soirées karaoké, ou en plus de ça, les soirées dans les hôtesses bars. Voilà, tout ça, tout ce qui est considéré comme activité avec ses collègues, ils sont obligés d'y aller. Et donc s'ils n'ont pas fini leur boulot, eh bien évidemment, il faut qu'ils retournent à leur boulot. Et s'ils ont fini, ils peuvent rentrer chez eux à ce moment-là, mais ils seront les premiers sur place à ce moment-là. Mais c'est qui paye les sorties, l'employé ou le patron? Alors, sur ces sorties-là, ils font toujours en sorte de... Déjà, c'est eux qui payent, mais ils se partagent l'addition en sachant que les plus anciens payent plus que les nouveaux, parce que dans le salaryman au Japon, ton salaire augmente avec l'ancienneté automatiquement. Plus t'es ancien, plus ton salaire augmente, donc on fait payer les anciens plus que les nouveaux. C'est comme ça que fonctionne en tout cas le système de paiement de ces sorties-là. Mais c'est à leur charge. C'est à leur charge. Et donc, ces recrutements-là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit pourquoi c'est réservé aux Japonais. Ces recrutements-là, des salarymen, on les fait directement à la sortie des études. C'est-à-dire que dès qu'il y a des nouveaux diplômés, les entreprises font un regroupement de masse. En tout cas, faisaient à l'époque des gros regroupements, enfin des gros recrutements de masse parmi les nouveaux diplômés, et donc leur proposaient d'être salarymen. Et donc du coup, ils restent employés toute leur vie. C'est très dur de perdre un poste de salaryman. C'est vraiment très compliqué. Et ils ont de la pression, genre il faut boire, etc. Il faut participer à l'activité. C'est dans tous les secteurs. Là, globalement, non, c'est plutôt dans des entreprises de bureaux. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un secteur, tu vas arriver dans un secteur par exemple, de production ouvrier. Ça ne va pas marcher dans la scierie, l'agriculture, ce genre de choses. C'est des secteurs dans lesquels ça va pas marcher. Ça va marcher dans des entreprises où il y a de la comptabilité, du marketing, ce genre de choses.
C'est plutôt ce genre de métier donc, qui va être concerné. Donc peut-être qu'on va considérer un peu comme du service. Non, le tertiaire. C'est clairement le secteur tertiaire. Les autres peuvent pas se permettre ça. Voilà. En tout cas, ça c'est le phénomène qui existe depuis très longtemps. Et ces salarymen ont vraiment des conditions de vie très particulières parce que je vous ai parlé des heures, hein, ça, karaoké, hôtesse bar, c'est des trucs qui peuvent finir tard. Et donc du coup, soit ils ont de la chance et ils peuvent rentrer chez eux, soit ils n'ont pas de chance et dans ce cas ils vont dormir dans des hôtels qu'on appelle par exemple les hôtels capsules. Et le problème c'est qu'il faut être pimpant, frais le matin, le lendemain. Et donc en fait ces hôtels vendent des costumes. Les hôtels eux-mêmes vendent des costumes pour que les salarymen puissent être propres le lendemain en allant au boulot. Ce qui fait encore plus d'argent à dépenser. Tu dois dépenser ton hôtel, tu dois dépenser ton costume du lendemain. Voilà. C'est là où j'ai dormi, il y avait des gens en costume. Bah, t'étais tombé sur des salarymen. T'étais tombé sur des salarymen et s'ils étaient là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de train pour rentrer. Parce que, vous connaissez les transports ils sont civilisés, mais ils sont beaucoup au Japon. La population du Japon, c'est 120 millions de personnes. Attendez. Population au Japon. Voilà, la population au Japon en 2019, elle est de 126 millions de personnes. Tokyo, c'est 70 millions. Je vais vérifier Tokyo, si ça a changé ou pas. J'ai rien dit. Tokyo, 9 millions, pardon. Tokyo, ils sont 9 millions. Ça change. Et vous imaginez 9 millions de personnes au même endroit. Tokyo, c'est 9 millions. C'est plus que New York. C'est 1 million de plus qu'à New York. Et encore, c'est des chiffres de 2015. J'imagine pas aujourd'hui. Donc, les 9 millions de personnes sont potentiellement tous salarymen. Thanos s'est passé entre temps plusieurs fois. Non, ça devait être un chiffre erroné que j'avais dans la tête. Voilà, en tout cas, 9 millions de personnes qui habitent à Tokyo ou qui veulent aller à Tokyo pour aller bosser, ça fait qu'on est collé serré comme des sardines. Donc il n'est pas peu courant de voir des salarymen dormir dans le métro parce qu'ils sont claqués en fait. Ils sont claqués. Les salarymen sont victimes c'est considéré comme une maladie. Enfin, comme un fléau. C'est pas vraiment une maladie, mais ça s'appelle le karoshi. Ça peut être comme... C'est considéré, je crois, comme une maladie. Mais c'est une maladie dont tu te remets pas. C'est la mort par excès de travail. La fatigue entraîne des crises cardiaques. L'excès, le surmenage, la dépression. Et du coup, c'est un fléau qui touche cette classe qui s'appelle les salaryman. Et donc, ils sont très sujets à mourir jeunes. Joyeux, oui, très joyeux. Très joyeux. Et vous allez me demander, mais pourquoi ces personnes continuent de prendre ce format? Parce que déjà, c'est un format historique. Parce qu'on attend de ces personnes-là qu'elles soient dévouées à leur pays. N'oubliez jamais qu'au Japon, on ne vit pas pour soi-même, mais on vit pour la société. C'est un mouvement de pensée très différent de chez nous. Nous, on vit pour nous-mêmes en évoluant dans une société. Et souvent, on fait en sorte que la société s'adapte à nous-mêmes. Au Japon, ils n'ont pas ces mœurs. Au Japon, tu vis dans une société que tu ne dois pas déranger. Tu te plies aux règles de la société. Ça commence à bouger tout doucement. Mais voilà, le but là-bas, c'est de ne pas déranger. Donc, on attendait de ces gens-là qu'ils intègrent des sociétés, qu'ils y restent pendant longtemps, parce que c'est une preuve de fiabilité. Et ça fait d'eux des personnes respectables. C'est hyper triste, je ne connaissais pas. Ravi de te le faire connaître, d'un certain côté, mais ouais, c'est pas le truc le plus glorieux du Japon. Et vous allez me demander pourquoi ils font tout ça, ils pourraient monter leur société, etc. Monter sa société au Japon, comme n'importe où, peut être amené à l'échec.
Il n'y a rien de pire que l'échec au Japon. Il n'y a rien de pire que l'échec au Japon. Donc, monter une startup, c'est prendre des risques. Et le plus gros risque que tu vas prendre, c'est d'échouer. De ne pas avoir de crédibilité parce que tu es petit, parce que tu n'as aucun poids. Et donc, tu es souvent voué à échouer. Et donc, ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas bien vu, mais dans une société plus moderne, au Japon, le mot salaryman commence à définir aujourd'hui des personnes qui sont dépendantes à leur employeur et qui n'arrivent pas à faire preuve d'individualité. C'est pour ça que je commençais à vous dire que ça bouge doucement. Le Japon, ça bouge. Parce que, bon bah, fini quoi. Le Japon, niveau corporatisme, là on va aller un peu plus loin. Le Japon, niveau corporatisme, a des conditions de travail extrêmement dures. J'avais des statistiques sur un article qui date de 2019. Ça n'a que 2 ans. Ça n'a que 2 ans et encore, c'est octobre 2019. Donc on est encore loin des 2 ans. Amazon Japon, ça doit être la mort si ça existe. Il me semble qu'il y a Amazon au Japon et je pense que ça doit être très robotisé. Très robotisé. Mais je me suis pas renseigné là-dessus, j'y avais pas pensé. Au Japon, un employé sur 5. Imaginez, là sur le stream, on est 7. Imaginez, il y aurait une personne parmi nous qui travaille plus de 49 heures par semaine, toute l'année. Un employé sur 5 travaille plus de 49 heures par semaine. Chez nous, alors du coup, il y a les statistiques en France, c'est une personne sur 10. Voilà, c'est une personne sur 10. Autre statistique, 25% des entreprises, une entreprise sur 4, font travailler leurs employés plus de 80 heures supplémentaires par mois. On leur fait travailler presque 2 semaines en plus. Les mecs travaillent presque 2 semaines en plus dans un seul mois. Un peu comme à la fac, ouais. Un peu comme à la fac, Lilou. Voilà. Selon les autorités, c'est qualifié de surmenage. Mais une entreprise sur 4 fait faire plus de 80 heures supplémentaires à ses employés. Une entreprise sur 10, donc là on est à 20% au lieu de 25%. Une entreprise sur 10, 20%, arrive à 100 heures supplémentaires. On rajoute une demi-semaine en plus. Les mecs en un mois, en 4 semaines, ils en bossent 6,5. Une entreprise sur 10, c'est 10%, pardon. 10% au lieu de 25%. Ils travaillent 6 semaines et demie en 4 semaines. En 2014, il y a une journaliste qui est morte après 154 heures supplémentaires effectuées en un seul mois. Ça, c'est le fléau du corporatisme au Japon. Ça, c'est le fléau du corporatisme. C'est un rire nerveux, hein. Ça me fait vraiment pas rire. C'est un rire nerveux de me dire qu'on peut pousser les gens à bout à ce point. Purée, et moi, je fais 1 heure par jour et je suis à bout, grosse fragile que je suis. Les congés payés au Japon sont moins élevés qu'en France. Nous, on a quoi? On a 5 semaines. 5 semaines, ça correspond à 30 jours payés. 30 jours de congés payés à peu près, je crois. 25, je sais plus. Dites-moi, vous qui avez un taf, c'est 25 ou 30 jours payés qu'on a chez nous en France par an. Ils visent les 168 heures semaine.
Et encore, c'est des heures supplémentaires, hein, c'est-à-dire que la meuf, elle a fait son quota plus les heures supplémentaires. Donc elle a sûrement fait 200 heures dans le mois, tu vois. Elle a fait plus de 200 heures dans le mois, largement. Nous, je sais plus combien on en a, mais au Japon, j'avoue, je sais pas, 25 je crois, mais pas sûr. Voilà. Au Japon, ils ont le droit à 18,5 jours par an. Nous, on doit les poser, ou alors ils sont payés. Au Japon, ils n'ont pas obligation de les poser. 25, merci. Au Japon, ils n'ont pas obligation de les poser, et c'est mal vu. Donc au Japon, ils ont une semaine de moins que nous. Nous, on en a 5, eux, ils en ont 4, mais c'est mal vu. 63% des Japonais culpabilisent de prendre leur congé payé. 3 personnes sur 5, 3 Japonais sur 5 culpabilisent quand il prend ses congés payés. Une majorité de Japonais ne prend pas de congés payés. Ils ne les utilisent pas. C'est mal vu de les prendre. Et donc du coup, la majorité d'entre eux ne s'en servent pas. Donc les mecs ont 4 semaines de congés payés. Ils culpabilisent quand ils les prennent, voire n'en prennent juste pas. Voilà. Ça, c'était pour le premier truc que j'avais vu. Je crois que j'avais encore des précisions. La moyenne de congés payés pris est de 9 jours. C'est-à-dire que les mecs, ça me rend triste pour moi aussi. Hein. C'est-à-dire que en moyenne, sur les 18 jours qu'ils accumulent, ils n'en prennent que 9. Ça fait même pas 2 semaines, 1 semaine et demie. Et sûrement, à mon avis, ils les prennent à contre-cœur. À mon avis, ils les prennent à contre-cœur, certains d'entre eux, peut-être sur des maladies ou des conneries comme ça. Regarde s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Une étude de 2016 a montré que le Japon est la nation où les salariés sont le moins heureux au boulot. Mais est-ce que tu sais si c'est le pays le plus en dépression du coup ? Je pense pas que ce soit un pays qu'on considère en dépression, parce que quand ils sont en dehors de leur boulot, bah, ils sont plutôt contents. Ils ont des activités, etc. S'ils étaient, je pense, le pays le plus en dépression, il n'y aurait peut-être pas autant de fêtes, etc. ou ce genre de choses, de coups après la journée de boulot, enfin d'aller se bourrer la gueule après le boulot. En fait, il faut une activité normale pour eux. Ça les rend pas forcément heureux, mais ils compensent en dehors. Avec l'alcool, avec les bars, avec le karaoké, avec sûrement d'autres passions, hein, peu importe les passions des gens, mais ils compensent. Mais au boulot, c'est un des pays les moins heureux au boulot. C'était une étude qui avait été faite sur 35 pays et le Japon était tombé en tête des scores. Ce sont les moins contents. La génération actuelle commence à être de moins en moins dépendante à ça. Comme je vous l'avais dit, les salarymen commencent à baisser. On était avant on était à 80%. Donc là je parle dans les années 80. On était à 85% de personnes qui avaient ce qu'on appelait un emploi régulier. Donc c'était les emplois à vie. 85% de ces personnes. Aujourd'hui, on est tombé à 63% à peu près. Ça veut dire qu'on est passé d'une majorité à plus que 2 tiers. C'est-à-dire qu'actuellement, on a maintenant un tiers du pays qui n'est pas en emploi régulier. Donc ce qu'on appelle un emploi non régulier au Japon. Et donc du coup, ça fait déjà du bien, je pense, pour ceux qui ne sont pas là-dedans. Et du coup, il y a du temps partiel qui s'est vachement développé au Japon. Il y a du temps partiel qui commence à être régulé par le Japon en mode on peut te proposer du temps partiel à long terme. C'était un truc assez particulier, j'ai pas tout suivi, mais c'était assez mal vu. C'était assez particulier, on pouvait en faire ce qu'on veut. Donc actuellement ça commence à être de plus en plus encadré, il y a des lois qui sont créées pour ces emplois non réguliers. Et il n'y a pas, comme en France, de SMIC au Japon, c'est en fonction des préfectures.
Par exemple, si vous ne le savez pas, Tokyo est une préfecture qui englobe 47 communes, une connerie comme ça. En tout cas, beaucoup trop de communes parce que c'est trop grand à gérer pour une seule personne. Et du coup, il y a 47 salaires minimum différents au Japon. C'est-à-dire qu'en fonction de la région où vous êtes, vous n'allez pas être payé au minimum pareil. Et la valeur moyenne, c'est 713 yens de l'heure. Soit environ 5,50 €. Par rapport à la France, c'est 2 € de différence. Par rapport au coût de la vie au Japon, j'ai pas spécialement de comparaison. Mais ça me semble plutôt ok quand je sais que les prix sont assez semblables sur des choses. Je sais que des tickets de train, la plupart du temps, ça coûte dans les 1000 yens, ce genre de choses. Le coût de la vie a l'air assez ok. Atom qui était en vacances là-bas aura peut-être un peu plus d'aperçu sur le coût de la vie au Japon à ce niveau. Niveau corporatisme au Japon, on va parler de choses qui révoltent. Il y a aussi, comme les salarymen, il y a une autre catégorie d'employés qui, elle, ouais, c'est pas très cher. Donc du coup, c'est plutôt ok le coût de la vie. On va parler d'un truc qui fâche. On va parler des emplois qu'on qualifie de office lady. Vous comprenez bien que ça concerne la gente féminine, plus précisément les femmes, les mères, je voulais dire, les mères de famille. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on ne peut pas confier plusieurs missions importantes à une femme. Donc, on leur propose un boulot avec peu de responsabilités. Par peu de responsabilités, on entend le thé, le travail de secrétariat ou l'accueil. Parce que, je reste calme, parce que leur boulot principal est de s'occuper du foyer, de la famille et des enfants. C'est ce qu'on considère d'une femme et d'une mère de famille. Même si elle n'est pas encore mère de famille, la femme doit déjà s'occuper de la famille en général, donc de ses aînés qui peuvent être à la retraite, etc. Donc leur boulot consiste à ne pas avoir beaucoup de responsabilités pour pouvoir se focaliser sur ses activités en dehors du boulot. Souvent, elles sont amenées à bosser dans l'entreprise de leur mari et donc du coup d'avoir un poste à peu de responsabilités. Donc quand on est dans le cadre d'un salaryman, donc on peut se retrouver à faire le thé, travail de secrétariat ou accueil. Si votre mari est un commerçant, vous allez travailler dans le commerce avec lui. Voilà. Mais pareil, ça évolue. Ce sont des postes qui sont en train de baisser, qui sont en train de disparaître parce que les mœurs changent. Et donc là, on peut commencer à souffler. Les quelques startups qui existent au Japon ont plus tendance à embaucher des femmes qu'à embaucher des hommes, parce que les hommes sont trop conservateurs. Les geishas et le patriarcat n'ont pas aidé, bien évidemment. Plus le fait que c'est un pays très fier, avec des valeurs, qui veut maintenir des traditions, c'est très 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 compliqué pour elles. Et ensuite, on va passer sur un des derniers sujets, le vieillissement de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup, au Japon comme en Chine, on préfère avoir un garçon qu'une fille. Et du coup, ils font pas tellement d'enfants parce que les femmes, soit elles font carrière et donc elles refusent d'avoir une famille, donc ne se marient pas, n'ont pas d'enfants, etc. Soit elles acceptent d'avoir une famille et du coup mettent en péril leur carrière professionnelle. C'était globalement comme ça. Ce qui a amené, pour toutes les femmes qui voulaient faire carrière, à ne pas fonder de famille et donc à avoir beaucoup moins de procréation sur le pays. Donc la population au Japon vieillit. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils essayent un peu de nous appâter, nous étrangers, qu'on aille au Japon faire des bébés aux japonaises. Voilà, ou qu'on aille faire des bébés aux japonais, mais qu'on reste là-bas en tout cas, pour que la moyenne d'âge baisse et qu'on ait de nouveau des jeunes pour s'occuper des vieux. Mais du coup actuellement, si vous êtes fonctionnaire au Japon, l'âge de retraite est à 70 ans. Faire des bébés aux japonais. Atom, tu ne peux pas faire des bébés aux japonais. Vous avez pas les machines pour faire les bébés.
Tu fais un bébé à une japonaise, c'est oui, mais tu vas pas y prendre de plaisir, je pense, Atom. Sad. Mais tu peux aller faire des bêtises avec les japonais, hein, tu peux totalement. Enfin bref. En tant que fonctionnaire, au Japon, la retraite est à 70 ans. Et sur base du volontariat, les fonctionnaires ont la possibilité de bosser jusqu'à 80 ans. Vous imaginez? Vous imaginez ne pas bosser... Enfin, nous on est passé de 61 à 63, 67, une connerie comme ça. Ça a fait un scandale. Déjà, chez eux, les fonctionnaires, c'est à 70 piges. Fonctionnaires au Japon, 5 mois. Et les mecs ont la possibilité, sur base du volontariat, de bosser jusqu'à 80 piges. Parce que, tout simplement, à base du volontariat, 19% des personnes âgées au Japon vivent sous le seuil de pauvreté. Donc vous vous doutez bien que ces personnes-là n'ont pas... Ça va être notre cas aussi, ne rêvons pas. Oui, on est déjà sur une retraite qui s'approche des 70 ans, hein, je dis pas. Hein. Mais voilà, là on parle juste des fonctionnaires. Sinon la retraite pour les non-fonctionnaires, je sais pas où elle est. J'ai pas vu de chiffres dessus. Voilà. Mais voilà. Donc les personnes vivent sous le seuil de pauvreté au Japon, hein, c'est pas rare, hein, parce que faut payer ses frais. Dans le volontariat en France, tu peux bosser jusqu'à 67. Ah, 67 c'est le volontariat, et sinon je crois que c'est 63 ans maintenant. 61 ans la retraite anticipée, mais ça c'était pour ceux qui avaient déjà... les vieux d'aujourd'hui on va dire. Et voilà. Et nous on aura jusqu'à 63 ans je crois. Voilà. Bref. Voilà, ça c'est en comparaison. Et... parmi tous les pays industrialisés, vous savez souvent ce qu'on appelle les pays du Nord, le Japon a parmi les vieux le plus grand seuil de pauvreté qui existe. Tu peux continuer de bosser en plus de ta retraite aussi. Oui, aujourd'hui tu peux toujours. Il y a plein de vieux qui n'ont pas le choix. Hein. Je sais pas, moi je vois, il y a des vieux, ils ont des retraites de 700 balles, payent à peine ton loyer quoi. Faut manger, faut payer des soins sûrement, plein de choses hein. Plein de choses, voilà. Et j'ai oublié d'en parler, mais le Japon, avec ses emplois réguliers et ses emplois non réguliers, est un des pays à avoir le plus faible taux de chômage parmi les pays industrialisés. Le chômage actuellement au Japon est de 2,9%. Un de ses plus hauts taux, c'était dans les 5 à 7%. Et ça tombait à chaque fois pendant les périodes de crise. Crise de 2008-2009, à cause des États-Unis. Crise Covid, actuellement, on a de nouveau un petit pic de chômage. Mais sinon, c'est un des pays à avoir le plus faible taux de chômage grâce aux emplois intérim, CDD, etc. Dans les 2 à 3%. Imagine avoir 69 ans, être fatigué, salariman et devoir aller te bourrer la gueule le soir parce que l'entreprise le veut en ayant fait 100 heures supplémentaires, mais what the fuck. C'est comme ça, c'est un salaryman. C'est un salaryman, on n'y peut rien. Voilà. C'est la réalité d'un salaryman. C'est pas une condition idéale du tout. C'est une condition qui doit être très dure à vivre parce que tu passes la majorité de ton temps, pas avec ta famille, mais ils peuvent pas avoir de vie de famille du coup. Ils peuvent le reste du temps, Ender. Faut qu'ils prient pour arriver à rentrer, mais voilà, faut qu'ils soient au boulot en premier, faut qu'ils partent en dernier, faut qu'ils participent aux activités. C'est très compliqué, c'est pour ça que ça marche plus. C'est pour ça que ça marche plus, hein. C'est pour ça que ça baisse. C'est pour ça que ça a perdu 30% depuis 30 ans, quoi. Comment ils font? C'est le sens du devoir. C'est le sens du devoir. Au Japon, ils ont grandi dans ce mœurs. Comment ils font s'ils doivent partir en dernier? Il est là le truc. Il est là le truc, t'es dépendant de ton chef. Le premier qui part, il est mal.
Je pense que le premier qui part, ça parle sur son dos. Ça se traduit dans la société aussi, je pense. Au Japon, c'est normal. C'est normal d'être... parce que quand t'es un salaryman, tu acceptes de te dévouer à ton entreprise. C'est ça la base, c'est ça le problème. C'est pour ça, nous, en fait, on se base avec un point de vue extérieur, avec une société extérieure et des valeurs différentes dans lesquelles nous avons grandi. Là-bas, ça commence à choquer. Ça commence. Ça commence à choquer parce que il y a de la mort par excès de travail. C'est là que ça choque. Comme la grève. Impensable au Japon. Imagine, les mecs sont mal à l'aise d'avoir pris des congés payés, mais faire une grève, où est-ce qu'on est? Ils ont intérêt à avoir des sacrées revendications sociales. Hein. D'ailleurs, sur la population du Japon, eh bien, il n'y en a plus que 6 millions qui sont syndiqués. Voilà. Voilà. Sur les 126 millions, ils sont que 6 millions de syndiqués. Ça fait pas beaucoup. J'essaye de me faire un peu une idée. Et l'inverse de nous, c'est fou. Ils n'ont pas spécialement de raison de... Attendez, 126 millions divisé par 1 million. Une personne sur 21 est syndiquée. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est un chiffre qui baisse, bien évidemment. Vous vous en doutez. Chez nous aussi ça baisse, hein, on va pas se mentir. Bon voilà. J'espère que vous avez appris des choses dans cette After Tech. Vous étiez plus que je ne le pensais à ne pas connaître les salarymen. Moi c'est un terme avec lequel j'ai grandi pas mal de temps. Donc ça me parlait. Ça me parlait, puis j'avais déjà bossé dessus. Donc pour moi c'était quelque chose de... un phénomène courant, normal. Mais voilà, je suis ravi de vous en avoir fait un peu découvrir plus là-dessus. Je suis ravi de nous en avoir fait découvrir un peu plus. Et nous allons faire, comme la semaine dernière, on va faire un nouveau sondage. Si vous avez des idées de thèmes, en plus de ce qui est déjà sur le Discord, c'est le moment. C'est le moment. Actuellement, nous avons les Yakuza. Nous avons le cinéma japonais. Nous avons la langue japonaise. Il y a des thèmes, ils sont pas faciles non plus. Hein. Langue japonaise. Il y a japonais contre le reste du monde. Pas facile non plus comme thème. Yakuza sexy aussi, merci. Je vous mets le petit sondage dans le chat. Il est là en haut, si vous êtes sur ordinateur, et il est là en bas, entre moi et le chat, sur téléphone. Voilà. Si vous l'avez pas, faut refresh la page. Vous avez le droit de voter avec tous les points du monde que vous voulez. Oh, un 50-50 entre japonais contre le monde et Yakuza. J'ai mis 3 minutes de vote, hein, vous avez le droit de vous battre, vous avez le droit de mettre vos points de chaîne. Vous avez le droit de mettre vos points de chaîne. En tout cas, je suis content que vous ne mettez pas le cinéma japonais et la langue japonaise parce que ce sont des sujets très difficiles. Japonais contre le reste du monde, ça va pas être facile non plus. Parce que les différences de société entre les deux sont entre le Japon et le reste du monde. Finalement, on en parle souvent. On en parle souvent à chaque fois qu'on aborde une aftertech. Finalement, on parle un peu d'un pan de société japonais et on le compare à la nôtre, bien évidemment. Mais les Yakuza, j'avoue, j'ai un petit intérêt derrière. 52% pour les Yakuza, 47% pour japonais contre le reste du monde.
N'hésitez pas à soumettre des nouveaux thèmes parce que vraiment ça m'aide et ça me permettra aussi de les dodge, ceux qui me parlent le moins. Atom, c'est juste il veut voir les muscles et tout là. Bah, par exemple, avec les Yakuza, on va pouvoir parler du métier de tatoueur au Japon. On va pouvoir parler du métier de tatoueur. Il n'y aura pas forcément des images, mais... bah oui, il n'y aura pas forcément des images, mais on va pouvoir parler de plein de choses, en tout cas de ce que je vais trouver dessus. Mais ça englobe en tout cas les tatoueurs. C'est un métier... C'était un métier interdit. Vous voyez, les seuls qui font des manifestations au Japon, c'était les tatoueurs pour que leur métier soit légal. C'est bon, j'ai arrêté de mettre des points de chaîne. Vous êtes quand même arrivé à 157 votes au total, en sachant qu'on est 7 sur la chaîne. Voilà. J'en ai claqué 10 000. Félicitations à vous. Mais au moins, je suis content, vos points de chaîne servent à quelque chose. Et ça vous entraîne. Ça vous entraîne pour vendredi 7 mai. Vendredi 7 mai, YouTube, si tu n'es pas au courant, je fais un petit jeu sur Twitch à 20 h. Qui veut récupérer la moula avec des invités d'exception. J'en profite parce que de toute façon, il faut bien meubler pendant le sondage. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. twitch.tv/vedo_. Et vendredi 7 mai 20 h. Voilà. Yakuza, 55% des votes. Ce sera le thème de la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous pour le sondage. Merci à vous d'avoir participé encore une fois à cet AfterTech. Ravi que le sujet du corporatisme au Japon vous ait fait réagir, soulever des questions par rapport à la société japonaise. Et donc j'essaierai de faire de mon mieux pour bosser sur les Yakuza. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bien évidemment. Comme vous met la pression Bose et Atom à chaque épisode, hein, mets un petit pouce bleu si tu as aimé, partage si ça peut intéresser tes amis, et n'hésite pas à t'abonner pour voir les nouvelles vidéos, bien évidemment. Des bisous.